Chers amis de Media Ex Machina, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une valeur sûre, d'un bon pote, d'un container audio que l'on retrouve un peu partout, notamment quand on travaille avec des fichiers audio. Mais le connaissez-vous vraiment ? Il y a quelque temps, je vous avais parlé de la numérisation en audio, de la découpe d'un signal analogique en échantillon numérique. N'hésitez pas à revoir la vidéo si ce n'est pas totalement clair pour vous, car je vais me reposer sur ces concepts pour avancer. Un flux audio numérique, ça va donc être des échantillons qui se suivent. Et les échantillons, ce sont des mots numériques, des suites de nombres quoi. Ces nombres sont exprimés en binaire, ils proviennent d'une numérisation qui peut être de différentes quantifications, de nombre de bits par échantillon. Alors comment on organise ces bits par échantillon ? Eh bien, via un problème que l'informatique et les traitements numériques n'ont jamais vraiment réussi à résoudre. Enfin, pas un problème, plutôt deux approches diamétralement opposées, mais équivalentes. C'est le bootist, Indianness en anglais. Oh, c'est un problème plus stupide que méchant. Doit-on commencer en premier par le mot de bit le poil le plus fort ou le mot de bit le poil le plus faible ? Oui, ça a l'air d'être très nul comme question, mais en fait ça a un sens. Le mot de bit le poil le plus fort, grand bootiste, big endian, est celui qui va stocker l'information la plus élevée numériquement, et inversement pour le mot de bit le poil le plus faible, petit bootiste, little endian. Alors franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Il y a tout un tas de raisons historiques, il y a des architectures de microprocesseurs, mais franchement aujourd'hui on s'en contrefiche. Vu qu'à la fin ça revient strictement au même. Mais forcément, si vous avez une erreur sur l'interprétation de vos échantillons, eh bien ils deviendront automatiquement un bruit infâme qui vous déchirera les oreilles. Vous avez le droit d'oublier ce que c'est et vous dire que normalement ça fonctionne bien à chaque fois. Parce que la problématique de départ ne s'arrête pas à aligner les uns derrière les autres des échantillons audio. Il va s'agir aussi de conserver plusieurs canaux dans le même fichier, sans causer de décalage et de préférence sans les mélanger. J'avais fait aussi une vidéo sur le sujet, c'est fou comme tout était prévu dès le départ. La problématique de stocker et de manipuler des échantillons audio numériques va donc être de stocker correctement tous les échantillons, respecter le bootist, l'inverser au besoin, et conserver tous les canaux dans un seul bloc. Avant l'informatique et les fichiers audio, ce n'était pas non plus la préhistoire, enfin un peu quand même. Il a existé bien sûr le CD audio, son penchant professionnel le DAT, un format un peu bizarre mais très pratique, l'ADAT, et même pendant un court temps, toujours dans les années 80, un autre format de données audio numérique coulé dans un signal vidéo analogique et accrochez-vous bien, conçu pour être stocké sur une cassette vidéo comme du VHS. C'est totalement inintéressant, mais c'était l'ancêtre de ce qu'on va voir maintenant. Microsoft et IBM, à l'époque où ils devaient être encore de grands amis, dans le tout début des années 90, avec l'arrivée de nouvelles technologies de multimédia, ils ont créé le format de données RIF, le Resource Interchange File Format. Ça vend du rêve. Pour la petite histoire, c'est une variante du format inventé par Electronic Arts en 85, l'Interchange File Format, mais ça tout le monde s'en fout, sauf Wikipédia. Du format RIF va être dérivé le WAV, le Waveform Audio File Format. Ça y est, on y est. Dans sa première génération, un fichier WAV, c'était très simple. On jouissait d'une en-tête de 44 octets précisément, qui indiquait que l'on avait affaire à un fichier RIF en WAV, sa taille définitive, le format de données stocké, entier, flottant ou autre, le nombre de canaux, la fréquence d'échantillonnage à laquelle il faut interpréter le fichier, le nombre de bits utilisés pour chaque échantillon, et c'est à peu près tout ce qu'on a vraiment besoin d'ailleurs. Ensuite, se suivent tous les échantillons, échantillon 1 du canal 1, échantillon 2 du canal 2, quand on fait la stéréo bien sûr, échantillon 2 du canal 1, échantillon 2 du canal 2, on entrelace tous les canaux, échantillon par échantillon. Et bien sûr, vous êtes tous impatients de le savoir, le WAV stocke en petits bootistes les échantillons et seulement ça. Et quand on arrive à la fin du dernier échantillon du dernier canal, c'est la fin de fichier. Mais quelque chose peut maintenant vous gêner. Où stocke-t-on les métadonnées ? Ok, l'entête d'un fichier WAV contient les métadonnées techniques pour l'interpréter, forcément, mais où je stocke mes métadonnées métiers ? Bon alors, certains vont essayer de bricoler quelque chose dans l'entête, pas du tout reconnu officiellement et pouvant éventuellement faire bugger certaines des applis. Le WAV n'est pas normé, alors chacun voit un peu les spécifications qu'il veut. On peut même faire entrer des playlists et associer des blocs audio indépendants dans le même fichier. Mais vous pouvez comprendre que l'on peut arriver rapidement à des limitations dans le format, notamment que le fichier WAV de la première version est limité à une taille maximum de 4 Go, ce qui équivaut à peu près à 6 heures d'audio en stéréo. Soundforge, un éditeur de logiciels audio professionnels, ont inventé une variante du WAV appelée W64 qui fait sauter cette limitation, rendant bien sûr potentiellement incompatible ce format de fichier avec d'autres applications. Il était temps de rendre le WAV un petit peu plus sérieux. Le BU, l'organisme de normalisation européen, a pris les choses en main. Déjà, il a normalisé la structure des métadonnées dans le WAV, structurant définitivement la façon dont on peut les ajouter. Le BWF, Broadcast Wave Format, ajoutait tout un tas de données intéressantes pour le monde de la musique, de la post-production audio pour la télévision et le cinéma.
schéma. Puis le BU a proposé un format qui fait évoluer la première génération, le RF64. Il s'agit là aussi d'utiliser les définitions de taille de fichiers basées sur 64 bits et pouvant faire sauter, en tout cas pour le siècle à venir, la limitation pour les tailles de fichiers. Il n'y a plus vraiment de limite. À partir de là, ce WAV, le BWF et le RF64 devenaient presque incompatibles avec le format d'origine, ce qui finalement ne pose pas tant de problèmes que ça, vu que ce nouveau format est très proche de l'ancien et relativement simple à interpréter. C'est une évolution, pas non plus une révolution, de base c'est toujours du RIF. Le monde côté Apple, à l'époque des Macintosh, n'est pas en reste. Quand RIF a permis de produire du WAV en petit boutiste, Apple avait besoin d'un format en grand boutiste. Ils ont donc eux aussi fait dériver le RIF pour produire l'IFF. Lui n'est pas très intéressant, il reprend la plupart des caractéristiques du WAV mais implémenté de façon différente. Tout doucement, l'IFF a fini par s'effacer à partir de la fin des années 2000 où toute l'industrie était totalement basculée en WAV. Des logiques de stockage des données audio dans IFF vont d'une certaine façon se retrouver dans les fichiers MOV, QuickTime, mais ça c'est une autre histoire. Forcément, quand on parle de fichiers WAV, on pense à un signal numérique audio non compressé. Mais en fait, le WAV, tout comme la IFF, que l'on a l'habitude de manipuler, contient généralement du PCM, que vous connaissez, mais peut potentiellement stocker autre chose. Potentiellement compressé, c'est-à-dire qui a reçu un traitement de réduction de débit, un jour on en reparlera. Cela veut dire qu'un fichier WAV peut être incompatible dans son format, voire être de mauvaise qualité si le débit est très bas. Ça peut être des codecs audio de téléphonie et même des choses plus récentes comme du MPEG audio. Les gens qui ont été amenés à travailler sur des centraux téléphoniques sur IP ont certainement dû manipuler des fichiers audio WAV qui à l'intérieur contenaient de l'audio compressé. Donc quand vous voulez de l'audio non compressé, réclamez du WAV avec du PCM dedans. Et il est probable qu'on se demande bien de quoi vous parliez, je sais tout le monde n'a pas vu cette vidéo. En prenant un peu de recul, on se rend compte que partout où il y a de l'audio numérique, il y a potentiellement du WAV. Il peut arriver que dans la recherche scientifique ou pour certains besoins industriels, on utilise des compétences du WAV pour stocker une série d'échantillons de mesure. En soi, un échantillon, ça reste un échantillon, et le format en lui-même se contrefiche de savoir si c'est de l'audio ou une sonde de température. Cependant, ce qui va changer, ça va être la façon dont on va interpréter les données. En audio, elles sont basées autour de 0, au centre, et vont évoluer à plus ou moins la moitié de la quantification. Donc, pour du 8 bits, entre plus 127 et moins 128 par exemple, la valeur 0 étant l'absence de signal. On appelle ça une donnée signée. Elle va contenir un signe qui va indiquer si on est négatif ou positif. Même principe pour du 16 bits, entre plus 32 767 et moins 32 768. Mais les valeurs peuvent être non signées, pour des mesures en absolu par exemple. On peut donc avoir entre 0 et 255 pour du 8 bits et de 0 à 65 535 pour du 16 bits, etc. Ça veut dire que pour des données en PCM, on va devoir conserver obligatoirement 4 informations pour arriver à le comprendre. Le nombre de bits d'un échantillon, le boutiste, et la présence ou l'absence de signes, signaux ou non signés, et bien sûr le nombre de canaux. Si vous perdez l'une de ces informations, vous n'arriverez plus jamais à exploiter les données. WAV va vous imposer le boutiste, mais vous laissera libre de la configuration des autres, à condition que vous les enregistrez correctement dans les entêtes. Les logiciels le font très bien, il peut arriver dans des cas particuliers de perdre ces informations, et donc vous devriez toujours pouvoir les forcer. Mais tout ça, ça arrive surtout quand on bricole, je vous rassure, ça fonctionne sinon très bien sans vous poser toutes ces questions tordues. On pourra encore beaucoup parler du WAV, du boutiste, de l'IFF. Pour les plus curieux d'entre vous, les articles de Wikipédia sur ces sujets sont très complets, liés en description. Et pour les gens normaux, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour dire à quel point le WAV a changé votre vie, mais aussi à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et à la liker, et à vous abonner à la chaîne. Vous n'imaginez même pas le nombre de trucs que j'ai envie de vous raconter. On se retrouve sur Twitter et Discord, à très vite sur Media Ex Machina.